Bonjour à tous, nous sommes mardi 30 avril. Demain, c'est 1er mai. Et ça va être une journée très chaude. Paris se barricade. Tout ça grâce au refus de dialoguer de la part d'Emmanuel Macron. Bon, je fais allusion à la précédente vidéo. Encore merci pour tous les commentaires. C'était plus calme comme commentaire par rapport à certaines de mes vidéos. De bonnes appréciations, de gens assez cordiaux, qui prennent plaisir à écouter ce petit moment que je partage avec vous. Tant mieux s'ils y trouvent un intérêt. Bien, allez, je vais placer cette vidéo, en fin de compte, je m'aperçois qu'il y a une ligne conductrice de toutes les petites nouvelles que je vais commenter. Cocufiage. Oui, cocufiage. Alors déjà, on est cocufié évidemment par les Américains et par l'Europe. Alors la preuve, c'est que on a appris il y a quelques jours que la Cour administrative de Versailles vient d'annuler le redressement fiscal d'un montant de 1,15 milliard qui avait été imposé à Google sur le fondement du droit fiscal de l'Union européenne. Eh bien voyons. Le mécanisme de Google est le suivant: la publicité destinée aux professionnels et consommateurs français n'est pas vendue par Google France, mais par Google Irlande, afin que tous les bénéfices soient déclarés en Irlande et non en France. Grâce à ce tour de passe-passe, Google peut massivement investir le marché français sans payer le moindre impôt en France, alors que tous les concurrents français sur le marché de la publicité sont lourdement taxés. Je pense notamment à Publicis, qui est un des fleurons de l'économie publicitaire française. Eux payent des impôts et Google, lui, passe à travers. Bien entendu, c'est de la fraude, mais de la fraude sanctuarisée par le droit fiscal de l'Union européenne qui oblige à taxer les bénéfices en fonction du siège social de la société qui enrichit ces mêmes bénéfices plutôt que de la réalité économique. Les juges français soumis au droit européen n'ont d'autre choix que d'annuler les redressements et de favoriser ainsi l'évasion fiscale, ainsi que la concurrence déloyale des multinationales américaines. Et ben, comme il faut bien trouver des ressources ailleurs, c'est les impôts des Français qui augmenteront d'une façon ou d'une autre, en taxes diverses. Il est certain qu'il faut absolument rompre avec ce système délirant et permettre aux États de taxer les multinationales étrangères. Il est hors de question pour voter pour des partis comme En Marche, même les LR, le PS, qui ont toujours soutenu quelque part cette concurrence déloyale. Ils n'ont rien fait contre. Ils ont soutenu l'évasion fiscale et il faut absolument rétablir simplement une certaine indépendance fiscale de la France et une égalité devant l'impôt envers les sociétés étrangères, qu'elles soient sur le même plan d'égalité avec les sociétés françaises et que nos entreprises ne se battent pas contre cette concurrence, grosso modo, avec une main attachée derrière le dos, parce qu'ils ont des coûts, entre des coûts sociaux qui sont déjà beaucoup plus importants, des coûts salariaux plus importants, et en plus, leurs concurrents étrangers ne payent pas d'impôts, enfin ils les payent en Irlande où ils doivent payer 2-3%, alors que chez nous ils sont soumis à entre 20 et 30%. Enfin bon. On est cocufié aussi par Macron. Je dis tout de suite, demain c'est pas la peine d'aller faire le siège à l'Élysée, il n'est pas là, monsieur est en week-end. Et c'est Castaner qui a la responsabilité, le Premier ministre, je ne sais même pas où il est d'ailleurs, et c'est Castaner qui a la lourde tâche de réprimer les manifestations populaires à l'occasion du 1er mai. Faites très attention, parce que la preuve, regardez, Macron ignore, sa royauté ignore les revendications populaires. Bon, il lâche quelques baisses d'impôts, etc., mais il n'a même pas, je crois, évoqué le mot gilet jaune. Je veux dire, pour lui, c'est un petit phénomène. Les gens vont se balader tous les samedis, foutre un peu de bordel, c'est tout. Mais pour lui, c'est pas quelque chose de crédible et il attend que les gilets jaunes se fatiguent. Mais on en reparlera d'ici quelques mois. Monsieur Emmanuel Macron, je ne suis pas sûr que vous soyez encore à votre poste d'ici, allez, on va dire, la rentrée. Ouais, la rentrée. Si seulement quelques dossiers pouvaient sortir sur vous,
ou sur Madame Macron, si seulement les journalistes avaient un petit peu de courage, je pense que les gens qui soutiennent encore Emmanuel Macron ne le verraient plus sous un angle intéressant et le lâcheraient. Et il serait obligé de démissionner et partir. Mais on n'en est pas encore là. Bon, j'ose espérer. Bien, on nous a promis un allègement sur les retraites, sur les petites pensions, seront réindexées sur l'inflation au 1er janvier. Et toutes le seront à partir de 2021. Mais Macron ne dit pas toute la vérité aux Français. C'est surtout de la communication. Il nous a dit que je souhaite que nous réindexions les retraites de moins de 2 000 € et il n'y aura plus de sous-indexation de quelque retraite que ce soit. Mais sachez qu'il n'y aura pas de réindexation des retraites pour la bonne raison que, pour l'instant, elles n'ont pas été sous-indexées. Car, en fin de compte, comment vous expliquer ça? Le Conseil constitutionnel a empêché en décembre dernier, a censuré cette mesure, et en fin de compte, vous n'avez pas été sous-indexé sur 2019. Donc, eux l'avaient pris, mais ce n'était pas légal, donc ils étaient obligés de le restituer suite au Conseil de l'État. Donc, en fin de compte, il vous rend quelque chose qu'il était obligé de restituer par le Conseil d'État. Et en fin de compte, quand il vous parle de 2021, il se trouve que la mesure initiale incriminée, c'est-à-dire la sous-indexation de toutes les pensions de retraite, avait été prise pour 2 années seulement, 2019 et 2020. Donc, ça n'avait pas vocation à rester, c'était simplement une mesure temporaire qui avait été prise à l'époque par le gouvernement Philippe. Et donc, en fin de compte, Macron fait juste de la communication sur ce sujet, promet quelque chose qui était déjà prévu, en fin de compte. Premièrement, qui n'était pas légal. Deuxièmement, il était prévu que ça s'arrête en 2020. Donc, en fin de compte, on vous promet quelque chose qui était déjà prévu. Voilà. Et qui n'avait pas lieu d'être, en plus. Ça, c'est une chose. Ah oui, toujours cocufier, les privatisations. Prendre l'argent des Français pour le vendre au privé. Vous savez qu'il y avait un recours pour excès de pouvoir contre la procédure, à l'époque, conduite par Emmanuel Macron, alors ministre de l'économie. Ça avait abouti à la privatisation de l'aéroport de Toulouse-Blagnac au profit d'un consortium chinois. Constatant l'illégalité du processus mené par Bercy, donc à l'époque, Macron magouillait déjà, la Cour administrative d'appel de Paris a annulé le 11 mars dernier le processus administratif qui a permis de choisir la société chinoise. On peut s'étonner quand même que, curieusement, c'est quand même un événement important. Il y a plein de polémiques politiques autour de la privatisation de l'aéroport de Paris. Les médias sont relativement modestes et silencieux sur tous ces événements. Alors en plus, écoutez bien, la proposition chinoise était une simple offre financière portée par des spéculateurs, n'ayant aucun projet industriel de développement de l'établissement de Toulouse. D'ailleurs, ils ont eu le toupet de faire adopter au conseil d'administration, parce que je crois qu'ils avaient 49%, ils ont fait adopter au conseil d'administration de la société qui exploite l'aéroport une délibération précisant, et écoutez bien, que tous les bénéfices réalisés seront distribués sous forme de dividendes, et ce pendant 5 ans. Donc ils sont arrivés, ils ont pris des parts, ils se sont attribués tous les bénéfices et tout ce qu'il y avait dans les réserves financières de l'aéroport. Aucun investissement, aucun report à nouveau, un exemple de capitalisme actionnarial spéculatif, ultra dur. Et malgré un caractère de proposition irrécevable, l'offre du consortium chinois avait été examinée et retenue par les services d'Emmanuel Macron. Bien, je vais reprendre mon expression favorite, il faut savoir que le dossier aéroport de Paris est d'une autre nature. Toulouse est un aéroport régional. Aéroport de Paris est un service public national représentant plus de 105 millions de passagers entre Orly, Roissy et Le Bourget. Quelque part, Aéroport de Paris participe de la souveraineté nationale et en sa qualité de premier propriétaire foncier d'Île-de-France, car il possède la surface de 2 arrondissements parisiens, son action dépasse la seule région Île-de-France. Ce qu'on appelle un hub pour les avions, c'est le 2e hub européen
derrière les Anglais et devrait connaître un effet de boosté à cause du Brexit. Donc, c'est en passe d'augmenter très rapidement. Plus de 65% de son chiffre d'affaires provient des redevances, je prends mes petits papiers, pour services rendus. En fin de compte, l'aéroport de Paris est une sorte de monopole, de fait. Donc, ça pose une question essentielle. La loi peut-elle autoriser la privatisation d'aéroports de Paris? Et, si on se réfère un peu au passé, la réponse est dans l'alinéa 9 du préambule de la Constitution de 1946. Eh oui, ce n'est pas possible, car en présence d'un service public national ou d'un monopole, les constituants inspirés par le programme du Conseil national de la résistance, voyez, moi aussi je sais aller loin, ont prévu que le bien commun doit rester la propriété de la collectivité nationale. Donc certains ont signé une pétition et refusent ainsi de voir brader le patrimoine national. D'ailleurs, certains partis politiques se sont associés, certains députés d'ailleurs aussi se sont associés à cette demande de ne pas privatiser l'aéroport de Paris. L'aéroport de Paris, le groupe, rapporte aux contribuables et à l'État 2,35% net par an. Quand nous empruntons de l'argent, nous payons à 0,4%. Donc mieux vaut emprunter un petit peu d'argent à 0,4% et ne pas céder quelque chose qui vous rapporte 2,35%. Nous, on emprunte à 0,4% sur 10 ans. Donc on va donner au privé quelque chose qui est sûr et certain, qui ramène de l'argent, qui est même en devenir, qui va prendre de plus en plus d'importance avec un chiffre d'affaires qui va s'accroître, et ça, on va le céder. Voilà. Une idéologie vraiment aberrante. Je ne sais pas. Alors, je dirais qu'il y a peut-être des intérêts cachés, on n'est pas au courant, hein, et vous avez voilà, certaines choses qui sont... C'est comme les autoroutes. Hein. On nous dit maintenant elles ont été vendues pas assez cher et que théoriquement, il eût fallu les revendre 2 fois plus cher. Ah bah oui, c'est ballot, hein. Ouais. Et ça rapporte, je crois, les bénéfices des autoroutes, ça revient à 75% du bénéfice de toutes ces compagnies, que ce soit Vinci, Eiffage, etc. Ça leur rapporte, les 3/4 de leurs bénéfices sont dus à l'excédent d'exploitation qui découle des filiales autoritaires. Bon, alors on va faire un petit peu de complotisme. Hein. On va reparler de Notre-Dame de Paris. Bon, alors il y a X solutions. On a passé du vernis, le vernis est inflammable, pas de chance. Enfin, c'était du vernis pour les champignons qui n'avaient pas lieu d'être, mais bon, on l'a passé quand même. Enfin, c'est bizarre. Alors, je remets quelques idées en ligne, simplement pour comprendre le cheminement et pourquoi sur Internet, ça fait non pas une boule de neige, mais une boule de feu, c'est le cas de le dire, avec toutes les interprétations, toutes les questions qu'on est en droit éventuellement de se demander quand même. Le 15 avril au soir, il y a un feu gigantesque qui se déclare, d'une certaine manière incompréhensible, et en 2 heures, la charpente, la toiture de Notre-Dame est ravagée. Immédiatement, on nous indique que la seule piste envisageable, mais bien sûr, est la piste accidentelle. Le feu n'est pas encore éteint, mais on nous dit que c'est déjà un accident. Il y a quand même de nombreux experts qui nous expliquent que ça ne brûle pas comme ça, que c'est du chêne, il a 800 ans, 100 ans. Bon, je ne vais pas vous apprendre, vous avez entendu maintes et maintes versions. Puis alors, il y a un problème, c'est ils invitent Benjamin Mouton, ancien architecte en chef de Notre-Dame, je crois qu'il était 13 ans à s'occuper de cette cathédrale, et qui lui dit, mais attendez, mais c'est pas possible, j'ai jamais vu ça de ma vie, ça peut pas brûler en 2 heures. Oui, et puis la couleur des flammes, et puis, enfin bon, bref. Putain, non. Alors là, ça a foutu le bazar, ils n'étaient pas contents. Hein. Puis alors, c'est bizarre, ce monsieur, on n'arrive plus à le joindre, soi-disant, il est parti en mission en Chine, comme par hasard, au lieu qu'il soit là pour apporter une certaine réflexion et parler de son expérience de la cathédrale qu'il connaissait bien. Ah ben non, vite, on l'expédie parce que tout ce qu'il raconte, ce n'est pas dans la ligne décidée par le gouvernement. Dans la soirée du 16 avril, le président arrive tout de suite, nous indique qu'il veut reconstruire Notre-Dame dans les 5 ans.
nous sommes un peuple de bâtisseurs. Ah, nous avons tant à reconstruire et nous rebâtirons la cathédrale Notre-Dame plus belle encore. Et en 5 ans, nous le pouvons, nous le mobiliserons. Ah, puis alors, les gentils milliardaires qui ne payent pas leurs impôts en France, qui défiscalisent en Irlande ou dans les holdings au Luxembourg, j'en ai souvent parlé, eh ben eux, du coup, eh ben, allez, je donne 100 millions par-ci, l'autre qui donne 200 millions, ah, ils sont quand même sympas, ces milliardaires, ah bah oui, hein. Et ça, c'est ce qu'ils devraient donner tous les ans, voire largement plus même, compte tenu de tous les bénéfices, mais enfin bon. Donc du coup, ils se redorent leur blason, bon. Et puis alors après, il y a Bettencourt, Bouygues, Deco, Disney, Total, L'Oréal, BNP Paribas, AXA, Sanofi, Société Générale, BPCE. Ok. Puis alors, le 19 avril, le ministère de la Culture, il dit « Ah non, non, ça c'est bon, là, circuler, il n'y a rien à voir. Les demandes d'interview, les éléments de langage, il faut tout passer par le ministère, parce que bon, il y a des gens qui sont compétents, mais qui racontent n'importe quoi. Et il faut entendre un seul son de cloche, c'est le cas de le dire pour la cathédrale, des cloches. Et le ministère demande aux architectes des points précis sur l'état, l'avancement, la sécurisation. Le but, c'est de donner des infos fiables, enfin surtout conformes à ce qu'on veut vous faire passer. Mais nous n'avons rien à cacher, hein, mais bon, d'accord. Toutes les personnes qui sont partisans d'une restauration, de la conservation, d'une manière traditionnelle, en respectant ce qui a été fait des siècles durant, sont carrément évincés. On nous parle d'un nouveau projet, de nouvelles flèches en matériaux modernes pour faire une avancée dans notre époque. Bon. Et là, comme par hasard, le 24 avril, et là c'est là le truc un peu bizarre, il y a un projet de loi qui est présenté en toute urgence, puisque c'était vraiment pressé, au Conseil des ministres afin d'autoriser le gouvernement à prendre par ordonnance des mesures d'aménagement et de dérogation afin d'échapper aux dispositions contraignantes des lois nationales et supranationales. C'est-à-dire qu'il y a des lois qui sont faites pour éviter justement que l'on fasse n'importe quoi et que ça passe par des commissions, que par rapport aux monuments classés, monuments de France, etc., au niveau de l'architecture, que ça soit bien conforme et tout, et bien justement, l'État, lui, se dit, ah ben justement, nous, on ne va pas passer par la loi, et on fait passer une ordonnance pour dire, la loi, on s'assoit dessus, et on va faire comme nous on veut. Ah, d'accord. Parce qu'il ne faut surtout pas qu'il y ait des contraintes, et il faut aller le plus rapidement possible. Puis on apprend au fur et à mesure. Moi, je sais que le lendemain, j'avais eu l'occasion d'aller voir sur Internet, et qu'il y avait, à mon grand étonnement, un projet qui s'appelait le projet de l'île Saint-Louis, qui datait de 2016, donc du temps de Hollande, et il y avait un projet fantastique, quoi, avec tout en verre, enfin, les trucs, des aménagements, je vais vous citer à peu près, mais, et là, vous dites déjà, oui, ils avaient déjà prévu certains trucs pour tout réaménager, et vous allez comprendre pourquoi. Et donc, on s'aperçoit effectivement qu'il y a un dossier extrêmement documenté sur le site Cathehon, K-A-T-E-H-O-N, et révèle une formidable opération immobilière envisagée sur les Rolandes et une extraordinaire opportunité pour des groupes du privé de mettre la main sur l'un des sites les plus visités au monde. Enfin, ceux qui ont donné des sous, en fin de compte, ils sont intéressés aussi par la reconstruction. Hein. En fin de compte, on s'aperçoit, et suivez bien là, la quasi-totalité du foncier bâti et des entreprises foncières de l'île appartiennent à l'État et à la ville de Paris. Mais ces bâtiments sont tous vides. C'est-à-dire, l'Hôtel-Dieu, il est vide. Le palais de justice, c'était l'ancien, il y a un nouveau, donc il ne sert plus à rien. Ce qu'on appelle la conciergerie, l'ancienne préfecture de police, il n'y a pratiquement plus de services de police qui sont dedans. Le tribunal de commerce de Paris, le marché aux fleurs, etc., etc. Donc ce sont tous des bâtiments historiques, mais qui ont été au fur et à mesure vidés pour aller occuper d'autres bâtiments plus modernes. Ça, c'est tout à fait normal. Mais en fin de compte, on s'aperçoit qu'il y a un projet, quelque part pharaonique, de réaménagement de l'ensemble de l'île de la Cité. On prévoit de créer quand même 100 000 mètres carrés, ce qui fait une valeur foncière dépassant le milliard d'euros.
Ah, alors, grosso modo, une dalle en verre sur le parvis de Notre-Dame et un vaste ensemble commercial en sous-sol. Alors, il y a eu une erreur qui est passée un petit peu... Pour l'instant, Auchan, une financière immobilière et Auchan n'ont pas acheté le parvis. Hein. Ça, c'est une fausse information, mais bon. Il y aura des accès bateaux sur les quais pour déverser la foule des touristes. On va privatiser donc ce patrimoine public. Et puis, donc, on va faire un système de péage. Et puis, il y a quand même 15 millions de visiteurs annuels. Donc, si à chaque pont, il y a un petit système de péage, il n'y aura plus de circulation automobile, un système de navettes, de bateaux-mouches, etc. Et puis, avec plein de boutiques de luxe, quoi. Donc, c'est un espèce de, comment dire, de Disneyland moyenâgeux. Et voilà, bon. Alors, jusqu'à présent, si vous voulez, il y a quand même une trentaine de biens qui sont protégés au titre des monuments historiques. C'est un site de 22 hectares qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais du coup, c'est là où, voilà, après, chacun aura son interprétation. J'ose espérer qu'un jour, on saura peut-être que c'est juste un accident. Mais bon. Du coup, cette histoire d'incendie de Notre-Dame a permis de débloquer la situation parce que Macron s'est empressé donc de faire autoriser cette ordonnance pour déroger à toutes les contraintes. C'est-à-dire qu'en fin de compte, à cause de l'incendie, du coup, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Voilà. Donc, en fin de compte, ceux qui ont donné l'argent, ce sont des grands groupes du luxe, du BTP, de la finance, de l'assurance. Ça leur permet de se créer une image, de faire de la pub. Et puis, en plus, quelque part, certains, notamment des groupes de luxe, ou de BTP, parce que le BTP, il fallait bien construire, retaper et refaire des ports, des ponts, etc. Et notamment LVMH aussi en boutique de luxe. Donc il y a aussi un rapport qui s'appelle Perrault et Belval qui explique parfaitement la finalité commerciale du projet et l'utilisation faite par le secteur privé. Et puis il y a une section où on interroge des gens. Ça s'appelle Entretien avec des personnalités qualifiées qui disent dans l'avenir, parce que c'est un projet qui pouvait s'étaler éventuellement jusqu'à 2030-2040, hein, on est d'accord. Et puis les personnes qui sont interrogées dans ce rapport, c'est un monsieur Marc-Antoine Jamet, qui est secrétaire général du groupe LVMH et directeur immobilier, et un monsieur Clavry, qui est conseiller de monsieur Bernard Arnault et qui est lui-même président de LVMH. Donc, et puis le 15 avril, on voit une interview, le 16 avril, Antoine Arnault, le fils de Bernard Arnault, nous dit que son groupe était prêt à mettre ses idées, ses savoir-faire créatifs, architecturaux, qu'il avait des équipes à mettre à la disposition du projet. Et là, vous vous dites, mais attendez, ça, on va pas rentrer dans la conspiration. C'est quand même vachement bien bidonné, quoi. Les gars, il y avait un projet, ils s'en sont occupés et tout. Tout est déjà sur le papier. Grosso modo, il n'y aurait presque plus qu'à donner le premier coup de pelle et c'est bon. C'est déjà chiffré, on a déjà les maquettes, les plans. Bon. Enfin voilà. Donc, je vous soumets ces éléments de réflexion. Alors, ce qui fait que, vous voyez, comment dire, quand il y a des choses qui sont un petit peu très très ambiguës, eh ben, ça donne l'impression qu'il y a des combines. Il y en a peut-être, puisque c'est quand même bizarre, hein. LVMH, il est partout. Mais bon, je veux dire, ça donne vraiment l'impression. Après, on dit les gens sont complotistes. Non, mais se posent des questions. On est en droit de se poser des questions. Déjà sur les raisons de l'incendie, parce qu'une fois on vous dit il y a 7 mégots qui ont été retrouvés, comment tout a brûlé, le chêne il a 800 ans, c'est des morceaux comme ça, ils ont brûlé, et les mégots de cigarettes ils n'ont pas brûlé, enfin il y a des tas de choses. Vous voyez, donc, je suis méfiant, je suis soupçonneux, je ne veux pas non plus broder, mais je ne fais pas confiance à ce qu'on veut bien nous dire, puisque chaque fois qu'on nous raconte des trucs, que ça soit l'histoire, je vous ai expliqué l'histoire des retraites, l'histoire des lois européennes, etc., on se fait chaque fois avoir. Donc,
moi, dans un premier temps, je dirais pas comme saint Thomas, mais vous voyez, voilà, je doute. Je doute. Je suis un gentil garçon, mais je doute d'abord, surtout quand c'est l'équipe à Macron qui nous raconte des tas de choses. Voilà. Parce qu'en fin de compte, dans tout fait, moi je me pose la question, en premier, à qui ça profite? Donc on voit que ce malencontreux incendie, accidentel, si cela est le cas, pour l'instant, voilà, ça profite en fin de compte, ça profite à LVMH, enfin tous les gens qui eux-mêmes, en fin de compte, ont bien aidé M. Macron il y a 2 ans quand il fallait financer sa campagne. Ah oui, c'est vrai, j'y avais pas pensé. Oui, ça me vient maintenant. C'est vrai, non seulement, oui, oui. Donc voilà. Donc parfois il y a des retours comme ça. Ah, tiens, tu m'as aidé d'un côté, je te renvoie l'ascenseur. Je doute. Je n'affirme pas. Voilà, c'est tout. Je vous fais part d'un certain doute. Il y a des choses qui sont non, mais voilà. Bon. C'est normal que les gens se posent des questions, on a des moyens d'information. Alors, bien sûr, il y a des théories très très fumeuses, très complotistes. Bon, voilà. J'écoute, je regarde tout. Voilà. Je vous conseille de faire de même, d'être très 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 ouvert, de ne pas tout prendre pour argent comptant, parce qu'il y a beaucoup de gens qui racontent aussi des choses, voilà, bon, d'accord. Et puis, voilà. Écoutez, je vous dis à très bientôt. J'aurai plein de choses également. Je m'en sors pas. J'aurais voulu parler du jeune Branco, c'est à la mode. Mais bon, on en reparlera un peu plus tard. Je pense qu'il va peut-être se mettre en évidence demain. J'arrive pas à comprendre. C'était l'avocat du gilet jaune, là, Flyer. Et du coup, maintenant, c'est presque lui qui est le chef de file. Et les anciens chefs, ils sont un peu passés à la trappe. Et du coup, on n'entend parler que de Juan Branco, un gentil garçon dans un premier temps qui paraît, bon, gosse de riche, hein, d'accord. Mais bon, j'ai un petit topo là-dessus, j'ai quelques interrogations, mais voilà quoi. Donc, il ne faut pas le prendre non plus pour le Messie qui vient, qui arrive. Vous savez, on nous avait présenté en fin de compte Emmanuel Macron, il allait tout révolutionner, etc. C'était le nouveau monde, puis on a vu en fin de compte. Donc, le jeune Branco, là, je vous en parlerai. Il y a à boire, il y a à manger. Bon, après, l'essentiel, c'est d'avoir tous les éléments, et puis, vous laissez faire, vous voyez. D'accord? Moi, c'est le but, hein, c'est un petit peu... Je vois beaucoup de choses, et je partage, et puis, comme ça vous dites, ah tiens, ouais, il a dit ça, et c'est vrai que, ouais, d'accord. Comment ça se fait que Branco, on le voit partout, là? Il y a des gens qui ont des choses très intéressantes à dire, qui sont opposants à Macron, et puis vous ne les voyez pas. Et Juan Branco, il a écrit un livre, etc., etc. Et on le voit partout, il est invité. Bizarre quand même. Parce que quand on ne veut pas que vous passiez à la télé, ils savent y faire, hein, les médias. Hein, ils sont tous copains, bien sûr. Les médias qui appartiennent à 90% à des 9 milliardaires, un truc comme ça. Donc si on ne veut pas vous inviter, on ne vous invite pas. Mais Branco, lui, il critique Macron, mais en même temps, il est invité. Donc, je vous en ai déjà dit trop. Bon, mais il faudra attendre la prochaine fois. J'ai un dossier prêt là-dessus, je vous dirai. Un gars très très intelligent, hein, mais parfois l'intelligence, elle peut être mise au service de certains projets qui sont peut-être pas à notre intérêt à nous, gens du peuple. Mais bon, on verra, on en reparlera, d'accord? Écoutez, soyez prudents demain, je pense que ça va barder. J'ose espérer qu'il n'y aura pas l'armée. Vous voyez pas, l'armée, des blindés, on ne sait jamais, hein? Remarquez, les blindés, on les aura peut-être pour le défilé du 8 mai, mais bon. Allez, je blague. Allez, portez-vous bien, faites très attention demain, courage, et puis espérons que les choses bougent quand même. Je suis sûr qu'il y a des dossiers qui peuvent sortir.
Encore faut-il. Allez, ciao. Merci en tous les cas. Partagez, likez. Allez, abonnez-vous. Pourquoi pas. Allez, bon 1er mai. Merci, au revoir.